Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire Foxta V5. Alors, l'objectif de ces webinaires est de vous partager les nouveautés de la nouvelle version majeure de Foxta, qui est déjà disponible depuis le mois d'avril 2026 et que vous pouvez télécharger depuis notre site web, également avec une licence d'évaluation si jamais vous n'avez pas de licence. Les webinaires seront assurés par Fatkura, directeur général de Terrasol, Anna-Maria Alzate, chef de projet senior, Caroline Girard, chef de projet, et moi-même, Marc Bertin, responsable du pôle logiciel chez Terrasol. Nous serons épaulés aujourd'hui sur le chat et en particulier sur l'onglet questions-réponses que je vous invite particulièrement à utiliser par Lisa, chargée du développement commercial. Je vous invite à tous à poser toutes vos questions par écrit dans cet onglet questions-réponses et s'il vous plaît, non pas forcément dans l'onglet conversation, comme ça elles sont bien identifiées, bien traitées à la fin. Donc il est fort possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions en direct, étant donné que vous êtes très nombreux aujourd'hui avec nous. Donc si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, elles seront traitées après le webinaire et les réponses vous seront communiquées par email. Alors, quant au programme, nous allons démarrer par une introduction, une mise en contexte très rapide sur l'activité Terrasol, avant de vous faire une introduction à Foxta, ce qui permettra de fixer le champ d'application et les fonctionnalités offertes par le logiciel. Nous enchaînerons sur un premier focus sur les nouveautés liées au traitement des inclusions rigides à l'aide de TASPI, et ensuite PICOF. Et enfin, on va faire un focus sur les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées par le module semi-prof, en particulier pour les modèles en 3D, pour le traitement des fondations semi-profondes. Alors, nous profiterons de l'occasion pour partager les évolutions qui vont arriver dans cette version, les évolutions futures, que nous avons prévu d'intégrer. Et enfin, en titre de conclusion, nous évoquerons quelques informations pratiques pour que vous puissiez accéder à cette version et que vous puissiez manipuler ces nouvelles fonctionnalités. Alors, je vais vous présenter très rapidement les volets d'activité de Terrasol. Il faut rappeler que Terrasol, avant tout, est une société d'ingénierie. Donc, le 80% de l'activité concerne des activités d'ingénierie géotechnique qui couvrent, comme vous pouvez le voir, un peu tous les domaines d'application, que ce soit du bâtiment ouvrage d'art, des infrastructures transport, des installations industrielles ou des ouvrages maritimes et fluviaux. Le 20% restant de l'activité concerne l'activité logicielle, dans laquelle nous allons retrouver notre catalogue de logiciels, donc Orbo, une plateforme collaborative web pour faire la gestion des projets géotechniques, Talrand pour tout ce qui touche la stabilité des ouvrages géotechniques, avec ou sans renforcement, Carea pour faire une analyse du dimensionnement des écrans soutènement de tout type avec la méthode MISCA, Foxta, donc le logiciel qui va nous occuper aujourd'hui pour tout ce qui est dimensionnement des fondations au sens large, Slake pour tout ce qui est aléa des liquéfaction avec la méthode NCOR, ensuite Sketch pour tout ce qui est analyse structurale des ouvrages techniques, que ce soit des fondations ou des écrans soutènement, Straticat, donc un module qui vient se coupler avec AutoCAD pour dessiner des coupes en long et des modèles 3D à partir de l'implantation des sondages avec des fonctionnalités très avancées. Et enfin Plexis pour tout ce qui est analyse en déformation des ouvrages techniques. Alors cette activité logicielle est accompagnée d'une offre formation qui s'élargit année derrière année, qui implique un grand groupe de formateurs en interne, de formateurs Terrasol, donc une vingtaine, ça gravite autour de 50 sessions par an, ce qui nous occupe à peu près un tiers de l'année, donc 80 jours par an. Et on arrive à former entre 400 et 500 ingénieurs par an. Donc si vous voulez plus d'informations, ma collègue Lisa va vous partager les catalogues, le lien du catalogue pour que vous puissiez un petit peu voir les sessions qu'on propose. Alors, en termes de logiciel, donc je viens de le présenter très, très rapidement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Foxta V5, et en particulier cette version qui a été diffusée au mois d'avril, avec toutes ces nouveautés. Nous avons, donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire de l'année. Donc le premier, on l'a organisé il y a quelques semaines sur Carea V6, donc une nouvelle version de Carea qui permet de traiter des modèles et de prendre en compte le fait 3D de la structure dans des modèles des écrans de soutènement. Je vous invite à la découvrir si jamais vous n'êtes pas au courant. Après l'été, courant l'automne, on va diffuser une mise à jour de Sketch qui va intégrer un module de traitement des pales blanches pour tout ce qui est structure en acier et ensuite qui fera
l'objet d'une évolution pour traiter des profilés, etc. Talrand, notre logiciel pour tout ce qui est stabilité des ouvrages techniques. Straticat, comme on vient de voir, pour qui dessine des modèles en 3D sur AutoCAD. Et ensuite Slake pour la méthode NCER, afin d'avoir un outil de réponse à l'aléa des liquéfaction. Alors, je vais passer la parole à Fad. Bonjour Fad. C'est bon, vous m'entendez? Oui, clair et net. Très bien. On voit mon écran. Oui. Très bien. Donc, oui, donc on voulait simplement resituer un peu le contexte de la suite logicielle Foxta qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Foxta, c'est un logiciel que nous avons développé il y a une trentaine d'années à Terrasol et qui est commercialisé depuis une vingtaine d'années, depuis les années 2000. C'est une suite logicielle qui a été pensée pour répondre aux applications pratiques de l'ingénieur géotechnicien au quotidien, en traitant tout type de fondation, simple à complexe, à commencer par le cas simple élémentaire d'une fondation superficielle, une semelle isolée, un radier, des problèmes de fondation profonde, des problèmes de fondation mixte. Ces dernières années, Foxta a apporté pas mal en matière de dimensionnement des systèmes de renforcement par inclusion rigide. Et puis, tout récemment, on a aussi enrichi la suite logicielle par un module dédié aux fondations semi-profondes. Euh, il faut imaginer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pensé pour qu'on puisse aller très très vite à l'essentiel. D'où l'organisation, une suite de plusieurs modules qui peuvent être utilisés indépendamment pour aller, on va dire, à l'essentiel pour une problématique géotechnique ou une problématique de fondation bien identifiée, ou en interaction, en faisant interagir plusieurs modules, ça nous permet d'aborder des problèmes de fondation un peu plus complexes. Donc, on a aujourd'hui une suite dont la mouture actuelle, c'est une suite de 8 modules qui traitent chacun une problématique de fondation en particulier. Donc, fond sub, fond prof pour des, on va dire, le cas élémentaire de portance, tassement d'une fondation profonde ou une fondation superficielle isolée. Et puis, quand il faut aller vers les problèmes d'interaction sur structure, des problèmes de déplacement, c'est là où on a des modules qui prennent le relais, comme TASPAC pour les radiers, TASPI pour les pieux, ou PICOF ou groupie, TASELDO pour les problèmes de, on va dire, de charge très étendue sur des stratigraphies complexes, et semi-prof, comme je disais, pour les problèmes de fondation semi-profonde. Donc, avec cette suite de modules, on arrive aujourd'hui à couvrir toute la chaîne de valeur géotechnique pour les problèmes de fondation. Donc, ce que je disais, les semelles filantes, les semelles isolées, les problèmes de radier. On peut aussi avoir plusieurs fondations qui interagissent entre elles. Donc, ça peut être des radiers ou des semelles avec des chargements plus ou moins complexes, des stratigraphies plus ou moins variables. On a beaucoup investi dans la mise en valeur des résultats pour qu'on puisse comprendre un peu la physique de ce qui se passe, et en particulier avec des représentations graphiques en une, deux ou trois dimensions. Également, dans le cas par exemple des fondations superficielles, c'est toujours utile d'avoir accès à ce qui se passe en profondeur, en termes de contraintes, en termes de déformation, de tassement. Donc là aussi, la suite logicielle s'est pas mal enrichie avec les années pour apporter ces éléments de compréhension. Pour les fondations profondes, on a aussi, avec ces suites de modules, on arrive à couvrir toute la chaîne, des pieux sous charge axiale en matière de tassement ou de portance, à des pieux sous chargement transversal en matière de flexion ou de raideur transversale, des problèmes d'effet parasite. Et là, c'est un sujet pour lequel Foxta apporte une réponse assez unique. Ça veut dire traiter les effets parasites par des approches en déplacement, notamment les problèmes de frottement négatif ou des poussées latérales. Tout ce qui est groupe de pieux, que ce soit des effets de groupe via le sol ou des effets de groupe via la structure ou la semelle de liaison. Donc là, voilà, avec les différents modules qu'on a et en le faisant éventuellement interagir, on arrive à couvrir toute cette chaîne de problèmes géotechniques. Ce que je disais, c'est que récemment, on a enrichi la suite logicielle. Donc je dis récemment, dans la mouture précédente, Foxta V4, sorti en 2020, on avait introduit un nouveau module qui s'appelle Semi-Prof et qui était destiné à traiter les problèmes de fondation semi-profonde.
Dans un premier temps en 2D jusqu'à présent, donc en 2 dimensions, donc un chargement et une géométrie bidimensionnelle. Et puis l'expérience a montré que le besoin arrive très vite en matière de traitement tridimensionnel de ces problèmes-là qui sont très vite en 3D, à la fois en termes de chargement, en termes de géométrie, d'où l'évolution qu'on a, sur laquelle on a travaillé pour la nouvelle version sur ce module en particulier. Et puis un autre sujet qui connaît un essor assez important, un intérêt grandissant dans les bureaux d'études géotechniques ces dernières années, c'est tout ce qui est renforcement de sol par inclusion rigide. Et là aussi, Foxta s'est pas mal nourri et enrichi avec, notamment avec les travaux, les expérimentations et les enseignements qui avaient été menés dans le cadre du projet Azeri en 2011 et qui avaient permis de mettre au point des méthodes de calcul simplifiées assez efficaces qui permettent d'aborder des cas courants de dallage ou de radier sur inclusion rigide, des problèmes de remblai sur inclusion rigide, mais aussi les problèmes de semelle sur inclusion rigide pour lesquels on avait une partie de la réponse et sur lequel le travail s'est poursuivi avec le projet Azeri Plus qui se termine en ce moment et qui a permis donc d'aller jusqu'au bout, on va dire, des méthodes d'analyse. Et c'est ce qui a justifié le travail de développement qu'on vous propose aussi aujourd'hui dans le cadre de cette version 5 de Foxta. Donc les principales évolutions, donc là ce que je vais vous présenter, ce qui est déjà disponible, si vous allez sur notre site internet, la version qui est accessible aujourd'hui intègre déjà ce que je vais vous présenter. Et en l'occurrence, il y a un gros travail de fait. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément perceptible par l'utilisateur, mais un gros travail de fait pour rendre, qui a été fait en arrière-plan pour rendre l'interface compatible avec les dernières évolutions technologiques, notamment dans l'environnement Java, les systèmes d'exploitation, etc. On a profité aussi pour améliorer on va dire, la convivialité de l'interface, à la fois en matière de saisie de données, mais aussi en matière d'exploitation des résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le sens, on va dire, d'une expérience utilisateur fluide et simplifiée. Et sur le plan pratique, ce que je disais, c'est qu'un gros travail a été mené pour enrichir le module semi-prof, donc pour les traitements des fondations semi-profondes, et en particulier vis-à-vis on va dire, des configurations tridimensionnelles, à la fois en termes de chargement ou de géométrie. Donc aujourd'hui, Caroline y reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais on est en mesure de couvrir un chargement complexe, entre guillemets, avec trois efforts, 3 moments, des charges réparties dans les 2 directions, en tête de la fondation, par exemple, le géométrie 3D, donc on peut traiter aussi bien des fondations cylindriques, rectangulaires ou de sections trapézoïdales. Prise en compte des défauts de masse, qui est un point qui n'est pas du tout anodin dans le dimensionnement de ce genre de fondation. Une autre demande qui avait été exprimée par nos utilisateurs, mais qu'on rencontre aussi, bien sûr, dans nos projets au quotidien à Terrasol, c'est la possibilité d'alimenter directement on va dire le modèle à partir des données pressiométriques CP2. Donc, c'est chose faite. Et en l'occurrence, aujourd'hui, à partir, par exemple, d'un EMPL alpha ou d'un QC, on est en mesure le logiciel s'occupe de générer les lois de comportement, les lois de réaction qu'il faut à mettre sur le long du flux ou à la base de la fondation, par exemple. La puissance de semi-prof, c'est que ça réside dans sa capacité à gérer de façon automatique tout ce qui est non-linéarité. Non-linéarité liée à la plastification du sol le long du fût, non-linéarité liée au décollement de la fondation à la base. Et la nouveauté de cette nouvelle version, c'est qu'on peut gérer les lois de réaction par face, c'est-à-dire qu'on peut les dégrader ou les personnaliser face par face au niveau de la fondation. Donc, rendre compte par exemple de la proximité d'un talus ou la proximité de la surface, etc. Prise en compte des mécanismes de frottement, donc là, à la fois vis-à-vis de tout ce qui est reprise des charges verticales, mais aussi, dans certains cas, de fondation rectangulaire, de charges transversales. Et puis ensuite, là aussi, c'est une demande qui avait été beaucoup exprimée par nos utilisateurs et à laquelle on répond avec cette nouvelle version, c'est la possibilité d'adapter les lois de réaction
à la combinaison de chargement. Donc aujourd'hui, on aura la possibilité, et Caroline y reviendra, de définir un grand nombre de cas de charge, chaque cas de charge étant associé à un type de combinaison, ELS, ELU accidentel, ELU sismique, etc. Et puis c'est le programme qui va adapter, il y a un choix qui est fait par défaut, mais qu'on peut forcer, mais c'est le programme qui adapte la loi de réaction en termes de palier élastique et de palier plastique en fonction de la combinaison de chargement étudiée. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une loi différente par cas de charge. Et ensuite, TASPI, principale évolution, concerne les inclusions rigides et plus spécifiquement les problèmes de semelle sur inclusion rigide pour lequel on se rend compte que dans la pratique, on a besoin d'avoir un outil qui permet de statuer sur les états limites ultimes, donc la notion de capacité portante globale d'une semelle sur inclusion rigide, sur un chargement qui n'est pas nécessairement vertical, et de surcroît avec un grand nombre de cas de charge. Donc, on a travailler sur un outil qui permet de répondre, on va dire, à ce besoin de façon pratique et adaptée à la pratique on va dire, quotidienne des bureaux d'études géotechniques. Sur PeakWave, il y a eu un gros travail de fait sur le moteur de calcul. Donc, c'est un moteur qui, dans sa mouture précédente, existait depuis une quinzaine d'années. Donc, on a profité de cette mise à jour pour le retravailler. Donc, il y a un gros travail d'optimisation qui a été fait pour réduire encore plus de temps de calcul, améliorer la stabilité, notamment pour des fondations qui sont particulièrement élancées. On a profité pour étendre la capacité de moteur de calcul vis-à-vis de la loi de réaction de sol. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec cette nouvelle version, et Anna Maria y reviendra, on a la possibilité de traiter une courbe de réaction à un nombre de paliers quelconque. Donc, on va au-delà de 2-3 paliers. Notre fonctionnalité particulièrement utile, c'est la génération des courbes de chargement transversales. Donc, on connaît on pratique souvent la notion de courbe de chargement verticale. Il y a aussi la courbe de chargement horizontale qui peut se révéler particulièrement utile pour les phases de prédimensionnement. Ça veut dire qu'on a une lecture directe de la flèche ou du moment maximal en fonction de la charge appliquée. Donc, ce qui rend l'exercice indépendamment du cas de charge quand la descente de charge n'est pas encore figée. On a donné la place au séisme qui devient maintenant une situation de calcul à part entière. Donc, avec la possibilité d'adapter directement les bonnes lois de réaction en fonction de la brièveté, on va dire le niveau de déformation associé à l'action sismique. Et puis aussi, une fonctionnalité qui avait été rajoutée récemment, c'est un outil GZ, enfin un outil de génération de la déformée cinématique sous séisme. Et l'apport de PeakWave, c'est qu'on a un outil qui permet de traiter directement le cas d'un multicouche quelconque. TASPLAC, on a travaillé surtout sur le maillage et tout ce qui est outils d'importation, donc amélioration du maillage automatique et puis amélioration de l'outil d'importation ou d'interaction avec Excel. On a aussi enrichi l'exploitation de résultats de manière à afficher explicitement, à comptabiliser explicitement la surface comprimée, particulièrement utile pour quand vous avez des fondations de géométrie quelconque, des géométries qui pas forcément rectangulaires et surtout des chargements qui ne sont pas forcément, on va dire, homogènes. Et le plus important, dans les situations, on a une fondation qui est flexible, donc pour lesquelles les règles habituelles pour comptabiliser la surface comprimée ne s'appliquent pas. Et ensuite, sur Groupie, on a travaillé sur un assistant qui permet de faire le pont avec la norme 94-262 pour les fondations profondes et qui permet donc d'alimenter directement, de générer directement des coefficients de réduction par effet de groupe dans les situations où ces effets de groupe s'appliquent, à la fois sur les paliers élastiques, paliers plastiques, conformément à cette norme-là. Et on a répondu par la même occasion à une demande qui est exprimée depuis plusieurs années, qui concerne les procédures d'interaction sans structure pour lesquelles on se rend compte qu'il est plus pratique de manipuler la notion de matrice de rigidité séquente. Donc, ça veut dire de représenter la réponse de la fondation par une matrice de rigidité séquente plutôt qu'une matrice de rigidité tangente, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, là, aujourd'hui, on a la possibilité de choisir entre les deux, matrice de rigidité séquente ou tangente, à la sortie du programme. Donc voilà, donc là c'est un tour d'horizon global. Et puis l'idée c'est qu'à partir de maintenant, donc Anna Maria et Caroline vont vous donner un aperçu un peu plus illustré de ces différentes évolutions et en particulier sur les modules qui a eu le plus de travail entre guillemets, notamment à commencer par TASPI pour les inclusions rigides, ensuite PeakWave pour les pieux sous charge transversale. Et on finira par semi-prof pour les fondations semi-profondes. Anna Maria, je te donne la main. Merci Fad. Est-ce que vous m'entendez tous? Allô? Oui, oui, très bien. Oui. Oui. Ok, parfait. Donc je vous partage mon écran.
Maintenant, comme Fad m'a introduit, je vais maintenant vous faire un focus sur TESPI et notamment sur les aspects qui concernent les inclusions rigides. Donc, TESPI est l'un des modules qui est le plus utilisé de la suite logicielle Foxta. Il permet de traiter par un modèle TZ généralisé le cas d'un pieu isolé sous charge axiale. Il donne accès à plusieurs résultats, comme vous pouvez le voir à l'écran, notamment l'estimation du tassement en tête du pieu et l'évolution avec la profondeur. On peut voir également l'évolution du frottement qui est mobilisé le long du fût du pieu et en lien avec la comparaison avec le frottement limite ici en rouge. Enfin et surtout, on peut voir l'évolution de l'effort axial dans le pieu et notamment avec l'évolution en profondeur. En fait, avec TESPI, on peut voir dans un seul coup d'œil quelle est la part de l'effort qui va en pointe du pieu et quelle est la part qui passe par frottement dans le sol, par frottement latéral. Le modèle TESPI, il permet également de traiter le cas d'un pieu en interaction avec le sol, avec le tassement du sol environnement. Et c'est le cas de figure qu'on peut voir ici. En fait, ce cas de figure il est susceptible de donner lieu à des mécanismes de frottement négatif, comme on peut voir ici. Et ces frottements négatifs, ils peuvent être assez facilement appréhendés d'une façon réaliste avec une approche en déplacement en utilisant le modèle TZ généralisé tel que présenté à l'écran. Donc, la mise en œuvre de ce type de modèle permet ensuite d'avoir accès à l'état d'équilibre du pieu en interaction avec le sol. Et puis notamment, on aura accès au tassement final du pieu, le tassement du sol qui est une donnée d'entrée, la position du plan neutre qui délimite la zone où il y aura de la mobilisation du frottement négatif et notamment l'augmentation de l'effort axial dans le pieu lié à ce frottement négatif. Enfin, le modèle TZ permet aussi de prendre en compte les effets de groupe dans les pieux. Donc, l'idée, c'est de considérer l'équilibre vertical d'un pieu en interaction avec le volume de sol qui l'entoure. Donc, c'est le cas d'une cellule élémentaire. Donc, on va modéliser vraiment la raideur de ce sol avec le produit EA. Et c'est précisément ce concept de cellule élémentaire qui est utilisé dans TESPI pour aborder les problèmes de renforcement par inclusion rigide. Donc, pour un ouvrage de grande dimension comme un radier ou un dallage, ou un remblai composé d'un réseau d'inclusion rigide, on va associer à chaque inclusion une cellule élémentaire qui est composée de l'inclusion elle-même et des volumes complémentaires de sol qui l'entourent jusqu'à les limites supérieures et inférieures du modèle et autour. Donc, la mise en œuvre du modèle a été éprouvée à la lumière des travaux menés dans le projet Azire Plus en 2012. Et celui-ci, il fixe aujourd'hui le cadre dans lequel ce modèle peut être utilisé pour dimensionner les réseaux d'inclusion rigide. Le modèle, il permet de dimensionner des radiers, des dallages et des remblais sur inclusion rigide. Et par exemple, ici, c'est le cas d'un radier de 30 cm d'épaisseur qui repose sur un sol, un limon argileux avec des inclusions rigides de 40 cm de diamètre. Donc, l'intérêt de ce type de modèle est que la modélisation, elle requiert un faible nombre de paramètres, tous pouvant être dérivés des données géotechniques usuelles, comme les données PMT ou les données CPT, comme vous pouvez voir ici à l'écran, le cas des données pressiométriques. Donc, la mise en œuvre du modèle, en fait, elle va donner accès à tous les ingrédients qui sont nécessaires au dimensionnement complet du système de renforcement par inclusion rigide, que ce soit au niveau du sol, de l'inclusion, du matelas ou de la structure portée. En plus de cela, le modèle TASPI il va permettre de traiter le cas particulier d'une semelle sur inclusion rigide reposant sur un nombre faible d'inclusion rigide. Et la démarche, elle est comparable à celle du modèle avec une cellule élémentaire, mais en fait, elle va consister à compléter ce modèle par un cisaillement extérieur, noté CITO ext, qui va se développer à l'extérieur, à la périphérie de la zone renforcée. Donc, c'est le nom de l'approche dite MV3 des recommandations ASIRI 2012. Donc, ce cisaillement extérieur, il va traduire l'effet de bord et la dissipation des contraintes en profondeur. Donc là aussi, pour ce modèle, la mise en œuvre de TASPI, il va permettre d'avoir tous les ingrédients nécessaires à statuer sur les dimensionnements du système de renforcement vis-à-vis des états limites de service. Mais par contre, en ce qui concerne les états limites ultimes, ce modèle se révèle insuffisant vis-à-vis de la pratique des bureaux d'études pour plusieurs raisons. En fait, la première est que le dimensionnement aux états limites ultimes se caractérise généralement par un nombre important de cas de charge.
Les cas ELU, en fait, ils vont s'accompagner généralement d'une composante transversale du chargement qui peut avoir un impact sur la capacité portante. Et en plus, les approches en déplacement, en fait, et d'une manière générale, en fait, pas uniquement en ce qui concerne les modèles TZ, ben, ces approches en déplacement, elles n'ont pas été nécessairement calibrées pour capter correctement l'équilibre au voisinage de la rupture. Donc, ce constat, en fait, il a motivé, et en lien avec le projet Aziri+, qui est en cours actuellement, de développer un outil complémentaire qui est greffé à TASPI et qui est destiné à examiner spécifiquement la portance d'une semelle sur inclusion rigide sous chargement combiné. Donc, voici un aperçu du modèle. C'est une des grandes nouveautés de la version 5 de Foxta. Donc, l'implémentation de cet outil de vérification de portance d'une semelle sur inclusion rigide avec ou sans matelas. Donc, l'idée, en fait, c'est on veut couvrir différentes inclinaisons de chargement. Et donc, l'outil, il était pensé pour générer directement un diagramme de stabilité HV qui est intrinsèque à la fondation. Donc, tous les cas de charge qui se situent à l'intérieur de ce domaine, ici en vert, en fait, sont réputés satisfaire les critères de portance du système semelle plus inclusion plus sol plus matelas. Et ben, ceux qui sont à l'extérieur ne satisfaisent pas les critères de portance. Et donc, le développement de cet outil, il s'est nourri notamment des enseignements, comme je vous avais dit, tirés du projet Aziri+. Il traite pour l'instant uniquement le cas d'un chargement horizontal et vertical, mais il a pour vocation d'être enrichi avec la prise en compte également des moments, notamment avec la surface comprimée. Donc, à présent, on vous propose de vous donner un aperçu des bases théoriques sur lesquelles repose ce calcul qui est mené avec le calcul qui est mené avec ce nouvel outil. Donc, l'idée est en fait de créer le diagramme de stabilité de la semelle. Et pour cela, on va venir prendre en compte la contribution des inclusions et du sol. Donc, concrètement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir additionner à inclinaison constante l'effort vertical et horizontal des inclusions et du sol afin de constituer le diagramme de stabilité de la semelle. Mais pour cela, il faut déjà construire le diagramme de stabilité des inclusions d'une part et le diagramme de stabilité des sols pour ensuite les additionner et créer le diagramme de stabilité de la semelle. Donc, si on commence par les inclusions, le diagramme de stabilité des inclusions, il est développé à partir d'un multicritère, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et le premier critère associé, ça va être la résistance structurale des inclusions, ici en vert, qui est liée au moment maximal de plastification de l'inclusion associé à un effort horizontal H avec un sol qui a une pression limite Pmax. Le deuxième critère, ça va être la capacité portante verticale. En fait, c'est la limite sur l'axe horizontal. Et c'est rien d'autre que la somme des efforts des frottements plus le terme de pointe dans l'inclusion. Ensuite, on aura le glissement en tête des inclusions rigides en contact avec le plateforme de transfert des charges ou avec la semelle si on n'en a pas de matelas. Et enfin, en fait, il y a la capacité portante du matelas lui-même, s'il y en a, avec prise en compte de l'inclinaison de chargement. Donc, il y a le terme IQ lié à l'inclinaison et le terme NQ qui est associé à la capacité portante, le terme de portance. Donc, à la fin, en fait, le diagramme de stabilité des inclusions va être l'enveloppe de tous ces critères-là. Donc, une fois on a fait ça pour les inclusions, on peut faire la même chose pour le sol. Pour le sol, on va utiliser le diagramme de stabilité de sol sous chargement incliné, donc en prenant en compte les effets delta. Il y a une forme de ce type. Et on va aussi prendre en compte les critères de glissement, notamment le glissement du sol à l'interface avec avec le matelas et également le glissement du matelas à l'interface avec la semelle. Et enfin, le diagramme de stabilité du sol va être l'enveloppe de tous ces critères. Donc maintenant qu'on a le diagramme de stabilité des inclusions d'une part et le diagramme de stabilité du sol de l'autre part, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les additionner. Mais on ne va pas les additionner de n'importe quelle façon. En fait, on va les additionner à une inclinaison constante, comme vous pouvez le voir à l'écran. Du coup, par exemple, pour les inclusions, on va venir prendre ce point-là, et pour le sol, on va venir le rajouter aux inclusions pour venir créer le diagramme de stabilité de la semelle pour un angle donné. Et ceci, on va le faire pour tous les angles afin de créer l'ensemble du diagramme.
Donc maintenant qu'on a vu comment on construit ce diagramme, je voulais vous montrer un exemple d'application de ce diagramme de stabilité dans le cas d'une semelle sur 4 inclusions rigides, donc une semelle de 2,5 mètres par de 2,5 avec un matelas reposant sur un limon. Vous allez voir qu'en fait, finalement, les paramètres dont on a besoin pour alimenter ce modèle, ce ne c'est rien d'autre que les paramètres usuels pour le calcul de portance des pieux et des semelles et de semelles. Donc concrètement, c'est les frottements, le terme de pointe, la cohésion, l'angle de frottement et la pression limite. Donc c'est vraiment un outil pensé pour l'ingénierie et ne pas devoir se trouver à faire des calculs 3D pour calculer la capacité portante d'une semelle sur inclusion rigide. L'interface, elle se présente de cette façon-là. On va vous demander les paramètres de résistance du sol, donc la contrainte nette qui est rien d'autre que Kp fois L sous charge verticale, centrée, la cohésion, l'angle de frottement. On a un autre onglet, on va vous demander ce qui concerne le matelas. Donc pour le matelas, il y a l'angle de frottement du matelas. Il y a également des paramètres de paramètres R inter qui permettent de gérer l'angle de frottement vis-à-vis du glissement en fonction de la rugosité du contact. Concrètement, si un contact est rugeux, R inter va être plutôt proche de 1 et s'il est lisse, il sera plus proche de 0. Et donc ça va permettre d'alimenter la courbe de glissement et également l'angle de frottement, ça va permettre d'alimenter le diagramme de poinçonnement du matelas en bleu. Et enfin, en fait, il y a ce qui concerne les inclusions. Pour les inclusions, il y a le nombre des inclusions, le diamètre, la longueur, la pression maximale de plastification du sol, donc la pression limite, les frottements et la contrainte de pointe. Il faut savoir que comme cet outil il est greffé à TESPI, en fait, il y a une grosse partie il peut se faire suite à un calcul TESPI, donc il y a une grosse partie des données qui sont déjà pré-remplies si on a fait un calcul TESPI préalable. Donc, une fois on a rempli le sol et le matelas, les inclusions, en fait, le diagramme de stabilité de la semelle est présenté sous ce format-là. Donc, c'est juste l'addition, comme je vous ai déjà expliqué auparavant. Du coup, là, ce que je voudrais, c'est de vous montrer l'outil en lui-même dans un exemple. Donc, lorsqu'on arrive au résultat typique de TESPI, en fait, que vous connaissez tous. En fait, vous avez les résultats principaux, les courbes, les assistants matelas, et on aura donc ce nouvel outil de stabilité. Donc, lorsqu'on l'ouvre, on a accès à ce que je vous ai déjà expliqué, mais vous pouvez voir le diagramme de stabilité de la semelle, l'onglet pour le diagramme de stabilité du sol, le diagramme de stabilité des inclusions. Et on peut venir, par exemple, importer une descente de charge. Si on a la descente de charge HV sous format Excel, il suffit juste de la copier dans le presse-papier. Là, je suis en train de la copier. Et en fait, il y a un bouton qui permet d'importer les cas de charge. Voilà. Et donc, les cas de charge, ils apparaissent comme ça. En vert, c'est ceux qui sont à l'intérieur et en rouge, ceux qui sont à l'extérieur. Et on a le table avec tous les cas de charge qui va vous permettre de statuer sur si c'est OK ou pas OK, la vérification est valide ou pas en fonction de là où se trouvent les différents points. Et ce tableau, il est exportable sous format Excel. Donc, le calcul, il est assez fluide. En fait, on a tout simplement, on peut faire varier les paramètres, par exemple, pour voir l'impact de, par exemple, la contrainte dans le sol. Je peux mettre, par exemple, 500 au lieu de 270, ça va modifier le diagramme. Vous avez la possibilité d'importer automatiquement des diagrammes préétablis de la résistance structurelle des inclusions, parce que c'est un ingrédient de base pour cette étude. Et par exemple, là, j'avais le cas d'un pieu non renforcé, mais je peux mettre par exemple un pieu de 0,3 mais renforcé, très renforcé. Donc on voit que le diagramme il est augmenté. Ces données sont stockées dans le diagramme de résistance structurelle qui est ici. Et on a également toutes les données qui sont sous la forme de courbes qui sont également tabulées. On peut prendre en compte, en cochant ou décochant, la présence ou l'absence d'un matelas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet assistant-là. Si on revient à la présentation, hop.
En complément de cet outil de vérification de portance, en fait, cet outil vient en vrai compléter différents outils qui ont déjà été ajoutés à Foxta pour des problèmes de renforcement par inclusion rigide. Et en particulier, cet outil-là, qui est l'outil de vérification du matelas, qui est également accessible depuis TASPI, c'était l'onglet juste à côté. Et donc, cet outil va permettre de vérifier le matelas avec effet de bord ou sans effet de bord, en vérifiant le schéma de pente et le cône de cisaillement. Donc, voici les principales évolutions pour TASPI et les inclusions rigides. Et maintenant, on va faire un petit focus sur PICOF et les dernières évolutions. Donc, comme évoqué par Fad en introduction, en fait, cette nouvelle version de Foxta intègre également quelques évolutions dans le module PICOF, qui est notre module de base pour le traitement des pieux sous chargement transversal. Donc, le calcul se base sur un modèle de type PY généralisé qui permet de traiter le caractère non linéaire de la réaction du sol, ainsi que l'interaction avec un déplacement horizontal du sol, que ce soit d'origine statique ou sismique. Dans cette nouvelle version de Foxta, en fait, PICOF il bénéficie d'un moteur de calcul qui est optimisé, qui apporte une stabilité et une rapidité, notamment pour le traitement particulier des pieux sous très faible inertie avec la prise en compte des effets de second ordre. Ce nouveau moteur de calcul, il offre désormais la capacité de traiter des courbes PY à un nombre de paliers quelconque. En fait, ça peut aller jusqu'à 11 points. Et cela permet également d'exploiter certains modèles en fait, qui sont pratiqués dans le domaine offshore et puis également dans le monde anglo-saxon, qui sont alimentés à partir de données autres que le pressiomètre, donc les données CPT, SPT, CU. Donc on a cette liberté à présent. Une autre nouveauté assez pratique est la possibilité de traiter le séisme explicitement comme une situation de calcul à part entière. En fait, ça va être associé à un facteur majorateur état qui s'applique sur la loi de réaction et qui vise à rendre compte de la gamme de déformation spécifique à l'action sismique. Donc, des indicateurs sur le choix de la valeur de état sont donnés dans la notice du logiciel, mais également dans le cahier 38 de la FPS. Donc, toujours en lien avec le séisme, on retrouve l'outil de génération automatique de la déformée cinématique sous séisme, avec la capacité de traiter un sol multicouche, qui est ce qui est le plus intéressant vis-à-vis de cet outil. L'outil actuellement, il est branché sur la classification sismique des sols et des ouvrages au sens de l'Eurocode 8 actuel, mais il sera actualisé prochainement en lien avec les évolutions des classifications et de la nouvelle évolution, la nouvelle génération de l'Eurocode 8. Donc, en termes de résultats de sortie, il n'y a pas d'évolution majeure sur les résultats principaux. C'est ce que vous retrouvez habituellement, donc le diagramme des déplacements et des moments, les efforts tranchants, etc. Dans le cas présent, en fait, je vous montre le cas d'un pieu soumis à la déformée cinématique de sol, donc celle que je vous ai présentée juste avant en rose. Et on peut voir en fait que les moments, en fait, ils vont se développer dans les zones critiques, c'est-à-dire là où il y a des contrastes de rigidité entre les couches. Et donc, en fait, il y a des changements de courbure dans la déformée cinématique en rose. En complément des résultats principaux, on a une nouveauté dans PICOF qui est la génération automatique des courbes de chargement transversal qui permettent d'avoir une lecture directe de la flèche maximale et donc de la raideur, ainsi que des moments max et min en fonction du chargement appliqué. Donc cet outil est particulièrement utile dans les situations où on n'a pas encore la descente de charge complète. Par ailleurs, dans PICOF, on a également accès à la matrice de rigidité en tête et ce calcul de matrice de rigidité, il a été enrichi. On a désormais le choix entre une matrice de rigidité tangente, ce qui était déjà le cas de base, mais également une matrice de rigidité séquente. Et donc cette dernière, la matrice séquente, elle relève d'une utilisation un peu plus pratique pour les cas des démarches d'interaction sur structure. Donc on retrouve également cette évolution dans le module Groupie Plus de Foxta. Et enfin, pour finir avec PICOF, tout comme dans Groupie, en fait, vous savez que PICOF est doté d'une passerelle avec Sketch qui permet un dimensionnement structural et détaillé de la section du pieu ou d'une barrette jusqu'à la cage d'armature.
Mais sans avoir à aller jusque-là, et notamment lors des phases de prédimensionnement, en fait, vous pouvez avoir également accès dans PicoF à quelques ABAC sous la forme d'un tableau comme celle que vous voyez à l'écran, qui donne les ordres de grandeur des moments et des efforts tranchants maxima qui peuvent être supportés à l'ELS et à l'ELU pour quelques sections courantes. C'est assez utile dans les cas de prédimensionnement. Donc sur ce, je vais passer la main à Caroline qui va vous présenter les évolutions de semi-prof. Il faut que tu ouvres ton micro, Caroline. Pardon. Bonjour à tous. Donc, comme introduit par Fad, je vais vous présenter maintenant les évolutions de semi-prof et qui consistent majoritairement au passage d'une fondation semi-profonde 2D à la fondation en 3 dimensions et également le chargement en 3 dimensions. Tout d'abord, 2 slides introductives sur la typologie d'études qu'on peut traiter, donc bien entendu des fondations semi-profondes. Là, on a l'exemple d'un ouvrage ferroviaire où les piles du pont reposent sur des fondations semi-profondes qui sont représentées ici, donc enterrées de part et d'autre. Donc c'est une étude qui peut être faite et qui a été faite avec semi-prof. Et on a également d'autres typologies d'études comme les massifs caténaires. Donc les massifs caténaires en fait reposent sur des fondations, ces massifs-là, et ces fondations reprennent directement la descente de charge des poteaux caténaires. On en retrouve de différents types, donc des parallélépipédiques, également des circulaires ou cylindriques, et on a également des massifs dits trapézoïdaux ou talus. Donc c'est typiquement cette illustration où une face qui est totalement dénudée, et donc on n'a strictement aucune réaction le long de cette face. Donc semi-prof est basé sur le modèle de Winkler qui suppose que la fondation est un bloc rigide qui repose sur des ressorts qui représentent les réactions du sol. Ces ressorts, ils sont non linéaires et donc ça permet à ce que la contribution des faces prenne en compte la non-linéarité, donc, notamment pour considérer la plastification qui peut se produire et également le décollement de la fondation. Donc ici, on voit une représentation 2D du modèle de Winkler. Et ici, on a étendu ce modèle à des configurations 3D. Donc là, c'est typiquement le cas pour une fondation parallélépipédique où on voit la face X et la face Y avec à chaque fois les ressorts de part et d'autre et au niveau de la base. Et bien sûr, la descente de charge en 3D avec les efforts verticaux, horizontaux et le moment qui est lié à chaque fois. Donc typiquement, si on regarde ces fondations parallélépipédiques, on va voir comment elles se déforment et les réactions du sol qui sont liées. De la même façon, comme on l'illustrait sur la photo au début de la présentation, on retrouve le cas des massifs trapézoïdaux, où là, pour le coup, on n'a strictement aucune réaction, on n'impose aucune réaction sur cette face, et on gère également l'excentrement de cette descente de charge là, par rapport à la base de la fondation. Que ce soit, donc là, c'est la phase X+ qui est désactivée, et on a les phases Y qui sont toutes les deux activées, X- et Y- et Y+. De la même façon, on retrouve la déformée ici qui va se produire et les réactions du sol pour ces massifs-là. Donc là, en fait, ça permet de voir toutes les nouvelles configurations qui peuvent être prises en compte par le logiciel. Maintenant, on va passer rapidement les différents onglets qui sont présentés donc dans le logiciel pour voir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc, on a bien sûr le sommet de la fondation qu'on va pouvoir indiquer, le poids propre. Donc, le fait d'indiquer un poids volumique ici va permettre au logiciel de prendre en compte directement le poids propre de la fondation. Vous avez la forme de la fondation. Donc, j'ai insisté sur les formes rectangulaires et trapézoïdales, mais il y a bien sûr la forme circulaire ou cylindrique qui va pouvoir être prise en compte.
On en a parlé également, on a la personnalisation vis-à-vis de la réaction de chacune des faces. Ici, vous allez pouvoir désactiver ou activer chacune des faces du fût en mettant 0 ou 1, mais vous pouvez également considérer pour chacune des faces une réaction réduite avec une valeur entre 0 et 1. On a également la possibilité de considérer une dégradation depuis la surface. Cette dégradation, elle va s'appliquer pour le coup à toutes les faces du fût de façon non sélective. Et donc, ça peut être une dégradation linéaire ou alors une absence totale de réaction sur une hauteur, en mettant 0 et 0 par exemple, ce qui permettra de modéliser une épaisseur de mort-terrain, ce qui est notamment le cas pour les fondations superficielles sur la hauteur hors gel la plupart du temps ou sur une certaine hauteur. On peut également considérer un défaut de masse. Donc, le défaut de masse a un intérêt dans le cas des fondations semi-profondes et notamment des massifs pour les fondations caténaires. C'est quand il y a des caniveaux à câbles qui traversent le massif qui ont des dimensions assez importantes. Donc, ça va permettre de considérer cet espace vide. La grande nouveauté et qui est assez intéressante en termes d'utilisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir définir le sol et ses paramètres de sol, donc que ce soit qu'ils soient définis par les méthodes pressiométriques ou pénétrométriques, vont générer automatiquement les lois de réaction, qu'elles soient frontales ou tangentielles. Donc typiquement, à partir du EM, PL et PF, le logiciel va modéliser la loi de réaction frontale à prendre en compte sur les faces et sous la base. Vous avez également la possibilité de prendre en compte les réactions tangentielles, verticales ou horizontales sur les fûts, et les réactions tangentielles au niveau de la base de la fondation. Pareil, il suffira de renseigner le QS cette fois-ci du sol ou alors l'angle de frottement ici pour la réaction à la base, réaction tangentielle à la base. Enfin, vis-à-vis du chargement cette fois-ci, on va pouvoir imposer le point à partir duquel la descente de charge doit être prise en compte. Donc typiquement, c'est intéressant si on a un mât caténaire qui n'est pas centré sur la fondation. On va directement pouvoir renseigner le point d'application de la descente de charge. Et ensuite, vous allez pouvoir spécifier à chaque fois la combinaison. Est-ce que c'est un ELS ou un ELU? Et à partir de ça, le logiciel va ajuster les paliers de la loi de réaction en fonction de la situation ELS ou ELU. On a également la possibilité de prendre en compte des coefficients de pondération. Notamment, on pourrait considérer une pondération sur les paliers maximaux des lois à l'ELU, par exemple. Donc, pondération à 1,4. Maintenant, vis-à-vis des résultats, on va vous proposer pour chacun des cas de charge que vous aurez modélisé, de voir les déplacements transversaux, les moments de flexion, les efforts tranchants et les réactions du sol dans la direction X et dans la direction Y. Enfin, vous avez une synthèse des résultats dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les déplacements du massif en tête ainsi que ses rotations. Donc ça nous permettra notamment de vérifier que pour les situations ELU, les critères de déplacement et de rotation sont respectés. Et également l'air comprimé à la base de la fondation. Donc ça, pareil, ça devrait être regardé à l'ELS et à l'EAU. Enfin, on vous donne le torseur à la base de la fondation. Ce torseur à la base de la fondation peut notamment être intéressant dans le cas d'une fondation où vous souhaitez vérifier la portance, et donc on peut récupérer le torseur à la base et faire un calcul sur fond de sup pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique de portance. Ici, vous retrouvez le torseur en tête, donc c'est tout simplement la descente de charge qui a été imposée. Alors, je vous propose de vous présenter maintenant rapidement 2-3 petits exemples sur le logiciel. Hop. Donc, tout d'abord, un premier exemple. Ici, on a une fondation rectangulaire, ou parallélépipédique plutôt. Donc, on lui a indiqué une cote, on lui a indiqué un poids volumique et les dimensions de la fondation. Dans un premier temps, je considère aucune, je n'ai pas désactivé de face, toutes les faces sont prises en compte. Par contre, j'ai considéré une hauteur sur laquelle j'aurais pas de réaction, donc entre 3 mètres et 2,50 m.
je ne considère pas particulièrement de défaut de masse non plus. Ici, je renseigne mon modèle de sol. Donc, on le rappelle, c'est à partir de ce modèle de sol que le logiciel va pouvoir générer les lois de réaction, donc directement à partir des valeurs pressiométriques que j'ai renseignées. Comme indiqué tout à l'heure, vous pouvez choisir des valeurs pénétrométriques, ou si vous le préférez, vous avez toujours l'option de créer vous-même vos lois de réaction. Je ne considère aucune réaction tangentielle ni sur mes faces, ni au niveau de ma base. Et donc ici, je viens appliquer mon chargement à la cote Z égale 3, donc au toit de ma fondation. Et je retrouve ma descente de charge. Donc j'ai des situations ELS et ELU. Je vais pouvoir venir voir les résultats. Donc là, je regarde un premier chargement sur lequel on a sollicité la face Y. Donc je vois que je me suis déplacée en Y positif. On avait un chargement en Y positif. Je vais voir plusieurs choses. Je retrouve déjà ma réaction qui est nulle ici sur la hauteur de mort-terrain. Je vais pouvoir voir ici qu'on a plastifié sur cette hauteur-là. Ici, on retrouve l'effort vertical qui va augmenter. Donc ça, c'est juste le poids de la fondation. Et également, notre descente de charge verticale en tête, on avait mis une toute petite valeur, là, 10 kN. Et je peux également ici voir hop, mon petit saut de couche au niveau 0. Maintenant, je vais regarder un chargement où, pour le coup, j'ai des efforts dans les deux directions, en FX et en FY. Je retrouve toujours ma hauteur de mort-terrain. Et cette fois-ci, je retrouve les déplacements en Y et en X dans les deux directions. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la fondation va être validée ou non. Donc là, dans notre tableau de synthèse, on va directement pouvoir retrouver l'air comprimé à la base de notre fondation pour les situations ELS et pour les situations ELU, ici on vous a remis les combinaisons. Et on va pouvoir estimer le déplacement de la fondation, donc que ce soit son tassement ou alors sa rotation. Donc on pourrait, à partir des θ qui sont donnés en radians, dans la direction X et dans la direction Y. Je vais également vous montrer un deuxième exemple où cette fois-ci, on a fait une fondation dite trapézoïdale. Donc, du moment qu'on choisit une fondation trapézoïdale, la face, elle va être automatiquement désactivée parce qu'on considère qu'il n'y a pas de terrain. Donc, la face explique celle-ci là. On considère qu'il n'y a pas de terrain contre cette face-là. Je garde exactement le même modèle de sol. Par contre, pour équilibrer la descente de charge que j'ai mise, il va falloir que je considère une réaction à la base, une réaction tangentielle à la base, sinon la fondation ne passera jamais. Donc ici, je viens renseigner l'angle de frottement et le type de sol. Et donc là, j'ai exactement la même descente de charge que tout à l'heure. On va pouvoir voir les résultats. Hop. Hop. Donc là, on va retrouver les déplacements dans les différentes directions et les différents efforts, avec la synthèse des résultats qui est présentée sous le même principe. Enfin, je vais également vous montrer le cas d'une fondation cylindrique. Donc là, pour la fondation cylindrique, on l'a décidé ici. Il y a une petite hauteur de mort-terrain qui est prise en compte. Et on a également considéré cette fois-ci des réactions tangentielles verticales. Donc ces réactions tangentielles verticales, elles vont s'opposer en fait à notre descente de charge. Et on a considéré un poids volumique qui est relativement faible, un poids volumique déjaugé de la fondation. Et donc là, on retrouve les résultats de la même façon et on va voir que sur cet effort vertical, cette fois-ci, il va diminuer avec la profondeur à partir d'un moment, tout simplement parce que c'est l'effort vertical, le frottement vertical, la réaction tangentielle verticale qui vient s'opposer à la descente de charge et qui remporte, qui est supérieure à la descente de charge en partie basse. Voilà globalement pour la présentation de cet onglet. Donc, je vais laisser la main à la personne suivante pour la suite de la présentation. Je continue. En fait, maintenant, ce que je souhaite vous présenter, c'est
Les évolutions futures, les évolutions à venir dans cette version, ça va concerner, en fait, c'est les évolutions qui sont en cours de développement et qui seront mises à disposition prochainement aux utilisateurs de Foxta au titre de mise à jour gratuite. En fait, ces évolutions elles concernent 2 outils, notamment un nouveau module qui s'appelle FondMix, qui est dédié au traitement automatique d'une fondation mixte, et un module FondSys dédié à la stabilité sismique d'une fondation superficielle ou sur inclusion rigide par une approche en déplacement. Donc, si je commence par FondMix, celui-ci, il a pour but de traiter 2 cas de figure, soit le cas où on cherche à faire participer des pieux ou des micropieux en complément d'une semelle ou d'un radier, soit l'inverse, le cas où on veut faire participer le sol à la reprise des efforts d'une fondation conventionnelle sur pieux ou micropieux. Dans tous les cas, en fait, le concept de fondation mixte permet de dimensionner d'un point de vue géotechnique ou structurel. Et donc, pour traiter ce problème, on a besoin de prendre en compte plusieurs mécanismes d'interaction. Ça serait l'interaction entre le sol et la semelle et le radier, l'interaction entre les pieux et la semelle ou radier, et puis également l'interaction entre les pieux et le sol qui l'entoure. Et le tout sous un chargement qui peut être excentré, tenant compte des mécanismes de plastification et de décollement. Donc, ce problème, il peut être aujourd'hui déjà traité sous Foxta en faisant interagir les modules TASPI et TASPLAC. Donc, TASPI, dans le module TASPI, on va représenter les pieux en interaction avec le sol. Et dans le modèle TASPLAC, on va représenter la semelle ou radier en interaction avec le sol et les pieux. Donc, ces derniers, ils sont représentés par des ressorts équivalents. Donc, il s'agit d'une procédure itérative d'interaction sol-structure qui converge au bout de quelques itérations. Donc, on peut démarrer le processus, par exemple, avec le modèle TASPLAC qui permet d'établir une première répartition des efforts sur le sol et sur les pieux. Et connaissant les efforts, la pression dans le sol, en fait, on peut déduire l'étassement en profondeur grâce à TASPLAC. Donc, avec ces résultats, on va pouvoir alimenter les modèles TASPI, où pour chaque pieu, en fait, on va venir imposer le profil de tassement extérieur qui provient du modèle TASPLAC. Et du coup, le modèle TASPI va permettre d'actualiser les raideurs qu'on avait introduits dans TASPLAC et recommencer. Donc, il s'agit d'une procédure d'ISS dans laquelle la raideur et les efforts dans les pieux ils évoluent itérativement jusqu'à se stabiliser. Et dans le cas que je vous montre ici à l'écran, en fait, ça converge au bout de 3 itérations. Mais l'objet du module FondMix, en fait, est de rendre compte de ce processus itératif d'une façon complètement transparente et automatique pour l'utilisateur. Donc, on aura juste à spécifier les propriétés de la semelle ou du radier, celles du sol, et ensuite celles du pieu. Et ensuite, c'est l'interface qui va gérer ces itérations d'une façon automatique. Maintenant, ce qui concerne FondSys, le sujet de base est l'étude de la réponse sismique d'une fondation superficielle sur sol renforcé ou pas par inclusion rigide au moyen d'une approche en déplacement. Donc, l'objectif est de statuer sur la stabilité sismique, donc géotechnique, dans des situations où les approches classiques dites pseudo-statiques, en fait, atteignent des limites. En fait, en gros, on a la rupture. Donc, si vous avez déjà été confronté à la justification de la stabilité au glissement sous séisme, vous avez sans doute constaté qu'une analyse classique par la méthode pseudostatique va montrer qu'il devient très vite difficile de démontrer cette stabilité par des accélérations sismiques au-delà de 0,25 G. Cela signifie qu'au-delà de cette valeur de 0,25 G, des déplacements irréversibles apparaissent inévitablement dans le contact sol-structure. Et donc, ces déplacements peuvent être quantifiés grâce à des approches dynamiques en déplacement. Et c'est l'objet de FondSys. Donc, le même constat peut être fait pour les vérifications de portance sismique par une approche pseudostatique. Donc, tous ceux qui ont déjà été amenés à utiliser cette formule de l'Eurocode 8 par T5 pour la vérification de portance sismique d'une fondation superficielle, vous savez bien qu'on arrive vite à une impasse, et ce même pour des accélérations qui ne dépassent pas de l'ordre de 0,1 à 0,15 G. Donc, en fait, c'est pour répondre à ces difficultés-là que nous avons développé il y a déjà quelques années un module de calcul appelé FondSys
qui permet de quantifier explicitement les déplacements post-séisme dans des situations où les approches pseudo-statiques ne permettent pas de statuer sur la stabilité sismique de la fondation. Donc, le module, il va exploiter le concept d'un macro-élément qui permet de représenter la réponse non linéaire à l'interface sol-fondation vis-à-vis des mécanismes de glissement, de décollement et de portance. Comme donnée d'entrée, on a besoin de connaître la raideur du sol sous séisme, les seuils de glissement et de portance, ainsi que l'identité dynamique de la structure, c'est-à-dire sa masse, son amortissement et sa période propre. Et puis le séisme, quant à lui, il est introduit comme une série de plusieurs accélérogrammes. Donc le modèle, il permet de comprendre le comportement de la structure de la fondation sous séisme. Il va estimer directement les déplacements et tassements irréversibles liés au mécanisme de glissement et de poinçonnement. Et puis, en fait, cette analyse, elle va s'inscrire pleinement dans la philosophie, il faut que vous sachiez, de dimensionnement sismique de la nouvelle génération des Eurocode 8, où les approches en déplacement, ils vont occuper en fait la même place que les approches en force. Donc, pour finir, juste 2 petits points sur FondSup et FondProf, pour lesquels, en fait, on a intégré de façon anticipée les dispositions de la nouvelle génération des Eurocodes. On va également intégrer les recommandations internationales comme les British Standards, donc les recommandations du Royaume-Uni, que ce soit pour la capacité portante de fondation superficielle ou profonde. Et également, donc pour le module FondProf, on va intégrer le calcul de portance en traction avec effet de groupe. Vous voyez le voir à l'écran avec la prise en compte des cônes d'interaction. Donc voici pour les différentes évolutions à venir dans FOXTA V5 qui seront disponibles gratuitement pour tout nouveau adhérent. Je laisse la parole à Marc pour une synthèse. Merci Anna. Effectivement, donc en guise de conclusion, donc, et dans le but de lister un petit peu toutes les nouveautés, les principales fonctionnalités que cette nouvelle version FOXTA V5 apporte, vous avez ici un peu le résumé, donc que ce soit semi-prof pour tout ce qui est gestion du chargement en 3D, donc on va parler des moments, des efforts, etc. Et puis les charges à partir en 3D. Donc on va savoir maîtriser, donc gérer la géométrie, que ce soit cylindrique, rectangulaire ou trapézoïdale. Et vous avez bien compris qu'on va pouvoir alimenter les lois de comportement à partir du pressiomètre ou du CPT. Quant à TASPI, il y a tout un nouvel assistant de diagramme de portance qui a été présenté par Anna, qui permet de gérer la portance globale d'une séance sur inclusion, que ce soit sur un chargement combiné, globalement les efforts horizontaux et verticaux. Par rapport à PicoF, donc il y a tout un moteur qui a été fait, enfin qui a suivi une forte évolution et qui aujourd'hui permet de prendre en compte une loi PY à plusieurs paliers, donc jusqu'à une dizaine. Et ensuite, on gère également les courbes de chargement transversales. TASPLAG, donc il y a toute une amélioration de maillage automatique qui a été mise en place. On a fait évoluer tous les outils d'importation depuis Excel et on a travaillé le calcul automatique de la surface comprimée. Les nouveaux modules qui ont été introduits par Anna Maria, donc Fond Mix et Fond 6, donc vous avez bien compris, donc ils vont nous permettre de gérer des fondations mixtes composées par une semelle superficielle et des fondations profondes. On va prendre en compte un chargement excentré, ainsi qu'on va pouvoir faire une gestion automatique des lois non linéaires. Et enfin, Fond 6, pour tout ce qui touche la stabilité des fondations, des structures soumises à des conditions sismiques, avec ou sans la prise en compte de renforcement, avec cette approche qui est évoquée par Anna en des types macro-éléments. Et enfin, FondSup et FondProf, voilà, on ne s'est pas étendu là-dessus, mais voilà, la suite qui est attendue pour ces deux modules, c'est déjà d'une partie l'intégration des normes anglo-saxonnes et surtout l'intégration des nouvelles générations des normes d'application nationale de Eurocode 7. Voilà, et en complément, la vérification en traction des fondations profondes. Donc voilà, vous avez ici un peu le résumé de tous les points clés de cette nouvelle version FOXTA V5 qui pour nous sont importantes et sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Alors, pour conclure et terminer le webinaire, la présentation, donc juste vous partager le fait que le 12 octobre prochain, nous organisons un workshop
accès. Donc, il s'agit d'un atelier de dimensionnement des inclusions rigides à l'aide de Foxta. Donc, vous avez la page d'inscription sur le lien que Lisa va vous partager, si ce n'est pas déjà fait. Ici, vous avez quelques éléments qui, voilà, quant au programme. Donc, il y a des applications de type radier d'allage sur inclusion rigide. On traite également le remblai ou la plateforme sur inclusion rigide. Et également, on traite le cas d'une semelle sur inclusion rigide, soumis à un chargement vertical, incliné, excentré, etc. Voilà, donc c'est une session qui se déroule sur une journée. C'est en distanciel. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille de réserver vite une place pour vous. Vous avez donc en accompagnement de tout ce qu'on vous a exposé, notre site web, voilà, il est riche en informations. Donc là, vous allez retrouver classiquement dans l'onglet logiciel ici, vous allez retrouver l'accès à tous les manuels et en particulier ceux de Foxta. Donc vous pouvez les consulter. Ils sont également accessibles depuis l'interface menu aide. Donc si vous l'avez ou si vous le téléchargez dans la version, eh bien vous pouvez y accéder directement. Et je vous ai remis le lien ici. Et enfin, on va vous dire que vous avez tous les fichiers d'installation sur la page du logiciel, page Foxta. Vous avez également accès aux demandes de licence d'évaluation si jamais vous voulez tester. Donc, tout simplement, vous cliquez, vous remplissez un formulaire et vous recevez à l'instant, juste une minute après, le mail avec les licences d'évaluation. Donc, vous êtes autonome dans le processus. La licence d'évaluation va vous permettre d'utiliser le Foxta V5 dans l'espace de 30 jours avec toutes les fonctionnalités. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est le meilleur exercice qu'on peut vous conseiller. Et de manière générale, si vous souhaitez nous contacter, donc on vous a répondu déjà par écrit, mais voilà, vous avez ici l'adresse pour les sujets plus commerciaux, sales.teresa@ctech.com, et ensuite si vous êtes intéressé pour les formations, donc la même chose mais avec formation au départ.